Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à l'Institut français du Royaume-Uni en ligne. Je suis Benoît Devedec, attaché de coopération pour le français à l'Institut français du Royaume-Uni. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour les finales nationales des Joutes oratoires lycéennes 2021. Et donc, pour ouvrir cet événement, je laisse la parole à M. Bertrand Buchwalter, conseiller culturel à l'ambassade de France à Londres et directeur de l'Institut français du Royaume-Uni. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir ces finales nationales des Joutes oratoires lycéennes 2021 que nous diffusons cette année à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Tout d'abord, un grand bravo à l'ensemble des équipes qui ont pris part aux finales régionales ces derniers mois en Angleterre et au Pays de Galles. Vous étiez cette année 45 lycées et 120 lycéens britanniques à participer. C'est un bonheur pour nous, francophones, que de voir cette tradition du debate. C'est une tradition toute britannique, mais se dérouler en français. C'est un exercice d'éloquence qui s'inscrit pleinement dans les valeurs de la francophonie, respect des idées et des valeurs de l'autre, promotion de l'échange et de la démocratie. Les 6 meilleures équipes du pays se sont affrontées ce matin pour la dernière manche des qualifications et nous avons hâte de départager les grands gagnants lors de la finale d'argent et de la finale d'or qui vont avoir lieu à l'instant. Alors, je tiens à remercier très chaleureusement l'équipe organisatrice, notamment Hélène May, qui coordonne les joutes oratoires à travers le pays, ainsi que tous nos partenaires du groupe Francophonie UK qui soutiennent cet événement et participent aujourd'hui comme membres du jury, que ce soit ce matin lors des qualifications ou maintenant dans le grand jury pour la finale d'argent et la finale d'or. Violette Joliet, de l'ambassade de Suisse au Royaume-Uni, Lily Paul Neveu, conseillère aux affaires publiques, et Barbara Daniel, attachée aux affaires publiques à la délégation générale du Québec à Londres, Simon Lambert, attaché culturel pour Wallonie-Bruxelles International, Jonathan Sauvé, conseiller à la diplomatie ouverte pour le Haut Commissariat du Canada, et Nour Zarouk, conseillère à l'ambassade de Tunisie, sans oublier bien sûr le soutien de Monaco. Je précise également que grâce à l'aide du groupe Francophonie UK, l'Institut français et les alliances françaises du Royaume-Uni ont pu offrir ces derniers mois des ateliers gratuits d'initiation aux joutes oratoires dans 9 lycées britanniques à travers le pays. Enfin, je voudrais remercier l'équipe éducation de l'Institut français pour l'organisation de cet événement et sa participation au jury d'aujourd'hui. Axel Oxborough, Sarah Sangoy, Emma Escurier, Benoît Ledevedec et Lucia da Silva. Sans plus attendre, je déclare ouvertes les finales nationales des joutes oratoires lycéennes 2021. Bon débat et que les meilleurs gagnent. Un grand merci, Bertrand Buchwalter, pour cette ouverture. Et donc, je laisse la parole à Axel Oxborough, porte-parole du grand jury, pour démarrer cette finale d'argent. Nous allons commencer par la finale d'argent. Je demanderai donc à l'ensemble des participants sur cet écran de couper leur caméra et leur micro, sauf pour les membres du jury et évidemment les jouteurs qui s'affrontent, afin que nous n'ayons à l'écran que les jouteurs et les membres du grand jury, bien évidemment. Axel va rappeler la motion, ainsi que les équipes qui sont à la proposition et à l'opposition. Axel, je te laisse la parole. Merci Benoît. Pour cette finale d'argent, s'affronteront donc les écoles de Hills Road et de Marlborough College sur la motion « Il faudrait abolir définitivement les GCSE ». Dans ce débat, nous verrons Marlborough à la proposition et Hills Road à l'opposition. Nous allons donc sans plus attendre nous lancer. Est-ce que nos 4 compétiteurs sont prêts? Oui, alors on est parti pour 2 minutes d'introduction par un membre de la proposition. Nous vous écoutons. Le fait que GCSE ne fournit tout simplement pas eux étudiant les compétences que les employeurs souhaitent maintenant. De nos jours, la grande majorité des gens ont obtenu des notes GCSE décentes et les employeurs veulent d'autres compétences qui séparent les personnes talentueuses du reste du peloton. Résolution de problèmes, savoir-faire, technologie, pensée créative.
Alors que les GCSE essaient d'enseigner de tels attributs, ils échouent tout simplement. Obliger les jeunes à passer des heures et des heures à des examens rigoureux, les informations y ayant été introduites, ne leur apprennent pas à penser par eux-mêmes. Ils leur apprennent à mémoriser, à regurgiter des informations plus ou pas utiles. Enfin, la pandémie a montré que certaines écoles sont désavantagées. Ils n'ont pas eu la technologie pour faire face aux leçons en ligne, et cela montre que les GCC n'ont pas été créés avec ces inconvénients à l'espérer. Même, le créateur des examens a déclaré qu'il était temps pour eux d'être abandonnés. MP Lord Baker, Dr. Frankenstein de la loi de 1928 sur la réforme de l'éducation qui a donné au pays le programme national à la GCSE, reconnaît maintenant que sa créature est devenue un démon. Le défi d'une réforme en retard de l'éducation est qu'une fausse orthodoxie néo-traditionniste imprègne Westminster. Ils sont devenus une question de succès, de pourcentage, pas d'éducation. Débarrassons-nous de ces examens démodés. Votez pour la motion. Merci. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à l'opposition pour également 2 minutes d'introduction. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Aimez-les, détestez-les, les GCSE représentent vraiment un tremplin pour attendre à de nouvelles choses dans la vie. Et pour nous, les GCSE représentent une expérience indéniable pour les étudiants des écoles. Et premièrement, il faut que nous nous rappelions qu'on fait les examens comme les GCSE, ils vraiment mènent aux améliorations pour les étudiants. Par exemple, il y avait une étude conclue en 2007 qui a montré vraiment que les examens améliorent la connaissance des sujets. Donc, il s'appelle l'effet du testing, qui montre que quand on fait des examens, on peut se rappeler ce que nous avons appris. Donc, vraiment, les GCSE, ils sont une façon de thésauriser toutes les choses que nous avons appris et on peut montrer les dans un examen. Et donc, mais deuxièmement, ce qui est en plus vraiment important, c'est le fait que les GCSE fournissent un moyen pour montrer aux employeurs futurs les choses que nous avons apprises. Et c'est une base sur laquelle les employeurs peuvent rendre les décisions. Et oui, certes, vous avez dit qu'il y a la pression sur les étudiants, mais on dirait plutôt que sa pression représente en pratique pour l'avenir. Merci beaucoup, Joe. Merci beaucoup. Nous retournons à la proposition pour également 2 minutes. Nous vous écoutons. Alors, pour commencer, il est essentiel de noter que choisir nos sujets de GCSE, on fait à l'âge de 13 ou 14 ans. Et ça, c'est simplement trop tôt. On est forcé à faire une décision qui aura un impact sur tout le reste de notre vie et celui qui guidera nos intérêts, oui, pour le reste de la vie. Alors, est-ce que vous avez su la carrière que vous avez voulu entreprendre à cet jeune âge? Même maintenant, est-ce que vous savez? Moi, j'avais absolument aucune idée. De plus, selon le chef de professeur Jeff Barton, les GCSE appartenaient à une époque où les jeunes quittaient l'école à 16 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À mesure que le monde change et on devient plus moderne, nous aussi, on doit nous adapter. En 2020, il y avait 2,46 millions d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur en Bretagne. Alors, ça montre que plusieurs gens choisissent de continuer à l'éducation plus haute. Alors, on n'a simplement pas besoin des GCSE inutiles. De plus, les élèves sont légalement tenus de rester dans l'éducation pendant au moins 2 ans de toute façon. Alors,
Exiger des jeunes de 16 ans qui passent jusqu'à 30 heures d'examen, de tests écrits, c'est complètement disproportionné et inutile. Le format des GCSE signifie également que pendant la pandémie, il a été injuste pour les écoles sans ces installations technologiques. Devrions-nous vraiment classer l'intelligence et la compétence des étudiants en fonction de ce système injuste? Et non, il faut abolir définitivement les GCSE. Merci beaucoup. Nous redonnons la parole maintenant à l'opposition pour les 2 minutes d'introduction de la deuxième personne. Nous vous écoutons. D'accord, bonjour. Vous avez tous les deux mentionné l'effet du Covid-19 et je vous essaie de voir l'impact de l'abolition des GCSE. On a eu le chaos avec les résultats, les notes, les évaluations des profs, ils ne sont pas justes, ils sont biaisés envers les étudiants qu'ils aiment, c'est naturel, ce n'est pas leur faute. Et vous n'avez pas offert une bonne alternative concrète. On sait que les examens marchent, ils donnent une note finale aux tous les étudiants. Et on voit, alors si vous avez peut-être les tests pendant l'éducation entière, ils ont peut-être plus d'aide, ça ne reflète pas les compétences des étudiants. Et en plus, les GCSE ne montrent, ils ne donnent pas, ils n'excluent pas les autres compétences. Alors, on a encore les interviews avec les employeurs où on peut montrer les choses, mais comme mon partenaire a dit, les GCSE, eux, donnent une base pour eux. Et face à Covid, on veut avoir la certitude. J'ai trouvé que 2 sur 3 des étudiants croient qu'ils ne reçoivent pas une note juste. Ce n'est pas juste. Alors, et en plus, les examens à la fin de l'éducation secondaire, ils offrent quelque chose à se mobiliser. Alors, on a une fin définitive avec laquelle on peut se reposer et trouver le temps pour eux-mêmes. Donc, il faut absolument ne pas définitivement abolir les GCSE. Merci. Merci beaucoup. Nous en avons fini pour les discours d'introduction. Nous allons maintenant passer à la lutte acharnée. Vous allez avoir 4 minutes pendant lesquelles vous affrontez sur cette motion. Nous vous écoutons. Le temps commence maintenant. Alors, premièrement, je voulais juste aborder quelque chose dont vous avez parlé. Vous avez dit que les étudiants, ils font face à des heures et des heures de stress. Mais en fait, et aussi vous dites que c'est trop tôt pour les étudiants de faire les examens. Mais on vous demande, c'est quand la bonne moment de faire les examens. Si on ne fait les examens à cet âge, les étudiants, ils ne peuvent pas expérimenter les examens. Donc, en fait, on affirmerait que les examens, les GCSE fournissent un moyen de pratiquer ces compétences, non? Oui, mais je pense que les GCSE, comme j'ai dit, sont trop tôt. Et alors, il y a un âge qui est meilleur. Je pense qu'à 18 ans, là, on a un base, on a expériencé l'éducation diversifiée, on a essayé plusieurs matières. Et peut-être aussi, je voulais parler, parce que Katie, vous avez demandé quelle est l'alternative. Alors peut-être on pourrait introduire un système de baccalauréat parce que ça marche très bien. Il y a un mélange de matières artistiques, scientifiques et professionnelles. Et c'est à l'âge de 18 ans. Et là, on connaît un peu plus nos intérêts et on est plus proche à la monde du travail. Oui, vous avez raison, mais
peut-être avec le baccalauréat, elle a su qu'on doit aussi très tôt choisir quel genre de sujet on doit choisir. C'est aussi très tôt de se catégoriser avec les sciences ou les artistiques. C'est aussi difficile à puis changer les compétences parce qu'avec les GCSE, on a une variété avec peut-être l'écriture, la mathématique pour tous. Et ce sont les compétences fondamentales qu'on doit avoir pour progresser aux autres examens. Et si on fait les examens à 18 ans, qui sont vraiment importants, vous ne croyez pas que ce soit mieux d'avoir un peu d'expérience avec les GCSE qui ne déterminent pas vraiment trop pour l'avenir? Oui, mais ce n'est pas la seule option d'apprendre les compétences fondamentales. Vu apprendre les mathématiques sans un grand examen très stressant à la fin, et n'êtes-vous pas d'accord pour dire que les enfants devraient avoir plus de chances de se découvrir eux-mêmes et ce qu'ils attendent de leur vie? Et la pandémie ne nous a-t-elle pas montré que nous n'avons plus besoin de GCSE? Comment Oui, pouvez-vous affirmer qu'ils sont utiles lorsque leurs propres créateurs pensent qu'ils sont devenus obsolètes? Oui, d'accord, J'ai je quelque chose comprends à ajouter. votre point de vue, mais vu c'est la pandémie Covid-19, mais déjà, on a vu beaucoup de changements dans la vie pour les étudiants, dans les main-d'œuvre, mais si on cause tant de changements, vraiment, c'est un fléau pour les étudiants qui ont déjà souffert. Donc, pourquoi pas garder les examens les mêmes pour que les étudiants connaissent ce qu'il va faire. Donc, ce n'est pas juste. Merci beaucoup à tous les quatre. Nous avons maintenant fini nos 4 minutes de lutte acharnée. Nous allons maintenant passer au mot de conclusion. La parole est à l'opposition dans un premier temps pour 1 minute de conclusion. D'accord, merci. Vous avez entendu tous les arguments, mais pour conclure, je voudrais dire que je ne sais pas moi-même ce que je veux faire, mais j'ai choisi les sujets que je sais que j'aime et donc mes notes de GCSE me donnent les options de faire ce que je veux à l'avenir. On veut avec les GCSE, on voit aussi si on veut continuer avec les études académiques. Alors, si on ne veut le faire, on peut suivre des choses plus vocationnelles. Et donc, je veux dire que j'affirmerai que les GCSE donnent une base, merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à la conclusion pour la proposition. Pardon, vous avez 1 minute également. C'est clair que les GCSE réduisent énormément le programme éducatif. Et oui, vous avez dit que vous avez choisi les sujets que vous aimez, mais pendant que nous sommes de jeunes adolescents en développement biologique et mental, c'est essentiel d'explorer toutes les options qui sont disponibles et abolir définitivement les GCSE assurera cette continuation de la diversité de l'éducation. Les GCSE n'enseignent pas aux jeunes les compétences que les employeurs d'aujourd'hui cherchent. Ils se concentrent sur la régurgitation et la mémorisation de l'information, lorsque ce que nous avons besoin de faire, c'est communiquer et utiliser la technologie, mais les GCSE ne nous enseignent pas ces compétences. Et oui, la COVID a totalement exposé que le format des GCSE n'est simplement pas juste. Et les écoles sans les installations technologiques ont un désavantage énorme et c'est pas juste du tout. Devrions-nous vraiment classer l'intelligence? Oui.
Je suis désolée de vous couper, mais on arrive à la fin du temps imparti. Merci à tous les quatre. Un grand merci, bravo à nos jouteurs pour cette finale d'argent, Marlborough College et Hills Road pour ce beau match. Et j'invite sans attendre nos membres du jury, Bertrand Buchwalter, Axel Oxborough, Jonathan Sauvé, Lily-Paul Neveu et Violette Joliet à rejoindre la Breakout Room grand jury afin qu'ils puissent se concerter 5 minutes. Notre grand jury est de retour et nous n'annoncerons évidemment les résultats qu'à la toute fin des matchs, c'est-à-dire après la finale d'or. Je laisse de suite la parole à Axel Oxborough à nouveau pour annoncer la finale d'or, les équipes concernées et la motion avant le début des hostilités. Axel, c'est à toi. Eh bien, nous passons donc à la finale d'or maintenant, qui verra s'affronter Henrietta Barnett et Hampton School sur la motion « Mieux vaut écouter la raison que la passion ». Pour ce débat, Henrietta Barnett sera à la proposition et Hampton School sera à l'opposition. Si nous avons tous nos jouteurs et que tout le monde est prêt, aussi bien les jouteurs que le jury, eh bien, nous pouvons tout de suite lancer le timer. Alors, 1 minute peut-être, je vois que Poppy Medinis est là pour Henrietta Barnett. Je ne vois pas l'autre élève d'Henrietta Barnett. Oui, là, Oui, bonjour. En revanche, je ne vois pas Patrick. Ah oui, c'est Patrick que l'on ne voit pas, pardon, pour Hampton School. Oui, je suis ici. Patrick, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Je ne peux pas je ne peux pas faire ça parce que il dit que quelqu'un a interdit c'est très mon curieux. caméra. Ah oui. Ah voilà. Okay. Merci. Ah bah voilà. Ok, très bien. C'est bien, si nous avons tout le monde, nous pouvons alors commencer. Nous avons donc déterminé que Henrietta Barnett était à la proposition. Nous allons donc commencer par 2 minutes d'introduction par la proposition. Quand vous voulez, nous commençons. Donc, la raison, elle se passe quand on prend des décisions avec la logique, la rationalité. Au contraire, la passion est une chose qu'on aime faire, comme la musique. Nous pensons qu'il vaudrait mieux écouter la raison que la passion. Pensez-vous simplement à la pandémie. Aux États-Unis, 9% de la population sont contre les vaccins. De plus, avec le vaccin d'AstraZeneca, on a vu vraiment récemment la passion négative, origine des peurs des vaccins, qui a interrompu leur lancement en Union européenne. C'était totalement irrationnel, contre et a cassé notre cycle d'immunité de tout le monde. La passion non contrôlée, comme là-bas, mène à une utilisation non contrôlée des émotions, qui donc a les effets non contrôlés, mais aussi néfastes dans le monde. En plus, la raison va main à la main avec la passion, mais on doit favoriser la première, la raison. Il y a du passion partout, surtout dans les industries créatives. Pourtant, si on ne l'utilise bien pour notre développement, cette passion sera totalement sous-employée et inutile. Par exemple, en 2020, il y avait 35 000 étudiants ont choisi la musique pour la GCS grâce à la passion. Mais après cela, on ne voit pas beaucoup dans les orchestres ou dans les bandes, etc. Ils n'ont pas utilisé la raison avec la passion. La passion était inutile là-bas. De plus, la raison nous aide à trouver la passion. C'est vrai que la passion augmente la qualité de la vie, oui, et nous donne beaucoup d'honneur. Mais il faut qu'on se serve de la raison afin de trouver ces passions, afin d'être vraiment heureuse. Sinon, on flotte simplement dans la vie. Et donc, par la suite, la raison aide le développement mondial, pas seulement des individus. Elle fait avancer la passion, le bonheur dans le monde. Merci. Merci beaucoup, Krita. La parole est maintenant à l'opposition pour également 2 minutes d'introduction. Oui, merci. En ce qui nous concerne, la raison est inutile.
Il y a un dicton pertinent sur la raison que j'ai remarqué récemment. Elle est une bonne servante, mais une pauvre maîtresse. C'est-à-dire que nous devrions l'écouter, mais pas à la peine de notre passion plus forte. Il est inutile de laisser la raison et la logique primer. Dans les situations où un changement radical est nécessaire, la passion et l'émotion l'emportent sur la raison. Par exemple, au cours de cette pandémie, comme vous avez mentionné, nous avons vu le gouvernement utiliser la pathétique et d'autres outils émotionnels pour générer la sympathie pour les victimes de COVID-19. C'est ce qui nous rend humains. Si nous fonctionnions tout simplement selon la logique ou la raison, nous serions comme des robots, je pense. D'un point de vue psychologique, la raison n'est jamais exempte d'émotions. Cela influence toujours nos décisions et est affirmé que la raison doit avoir le contrôle irréaliste. Nous proposons que pour les questions pragmatiques, où nous puissions faire confiance aux facultés de raison, mais pour les questions d'éthique, de moralité et de corps, nous devons faire confiance à nos émotions pour nous connecter avec l'autrui. Merci. Merci beaucoup. Nous retournons à la proposition pour 2 minutes introductives. Au milieu de la passion, on oublie notre esprit raisonnable, ce qui est très dangereux pour la solidarité entre les êtres humains et de l'harmonie de la vie humaine. À travers l'histoire, on peut constater que tous les actes les plus atroces des êtres humains ont été motivés par les sentiments de frénésie et de la surexcitation. En Chine, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de jeunes soldats japonais ont pilé et réduit en cendres les villes entières en Chine. De nos jours, ils expriment leur amour et expliquent qu'ils ont été perdus dans une frénésie passionnée. Ce qui est fréquent parmi les personnes très jeunes qui ont trop de pouvoir, c'est la passion féroce soulignée par l'auteur William Golding dans son roman Sa Majesté des Mouches. Dans notre monde contemporain, ce phénomène continue de menacer notre société. Au contexte du patriotisme, notre monde est très polarisé et il y en a qui sont convaincus par la théorie du complot conspirationnisme. Ils n'écoutent pas les raisons, les arguments scientifiques, les explications. La passion est étroitement liée avec les sentiments comme la peur, qui peut être très néfaste pour l'humanité. La passion encourage la peur de l'autre, par exemple. À travers la propagande qui tente de relever nos sentiments passionnés et patriotiques, on oublie les faits fondamentaux, notre humanité partagée, le fait qu'un immigré, un réfugié est aussi un humain. Quand la passion a là-dessus, les gens deviennent polarisés, les attaques racistes, les crimes passionnels, l'antisémitisme, le suprémacisme blanc, le prosélytisme religieux, le fanatisme. Cela a fini par mener aux États-Unis à l'insurrection du Capitole, par exemple. La passion mène à la violence et la raison est le seul moyen d'accéder à la vérité par rapport à notre compréhension interculturelle et de l'être humain. Merci beaucoup, Poppy. Nous retournons à l'opposition pour 2 minutes également. Merci. Je m'intéresse à l'histoire antique. Je la trouve fascinante. Et les Grecs anciens parlaient de la rhétorique. C'était Aristote qui a formulé les règles de la rhétorique. C'est-à-dire d'insuffler de la passion dans un discours. Tous les orateurs les plus connus, les plus fameux du monde ont bien utilisé la rhétorique pour convaincre le public. Et ils savaient bien que les émotions sont au cœur de la façon de penser de tous les êtres humains. Cicéron, Napoléon, le général de Gaulle, Churchill, ils ont utilisé des techniques rhétoriques pour réussir à communiquer les arguments aux citoyens. Les gestes, les pauses et l'accent. Il est évident pendant un débat tel que celui-ci que les êtres humains ne peuvent pas communiquer sans la passion, que vous venez de nous démontrer dans vos discours extrêmement enthousiastes. Il serait un monde monotone et ennuyeux sans que les êtres humains puissent partager nos émotions. Lorsqu'on voit un tableau de Monet, de Van Gogh, lorsqu'on lit un poème de Shakespeare ou de Victor Hugo, on ne considère guère la logique, la raison de l'art.
mais on apprécie le message quand même et la passion de l'artiste. Vous avez mentionné les guerres, mais la tableau de Guernica par Picasso présentait un argument plus convaincant contre la guerre avec ses figures torturées qu'une pléthore de traités philosophiques et logiques, parce que c'est la passion qui peut nous convaincre, qui peut nous stimuler, qui peut nous encourager à agir. Je voudrais vous défier de présenter vos arguments d'une manière complètement logique et sans la passion. Sinon, vous devriez avouer que c'est les émotions qui jouent un rôle indispensable dans la société. Merci beaucoup. Nous avons entendu les 4 jouteurs. Nous allons maintenant passer à la lutte acharnée. Vous avez 4 minutes pendant lesquelles vous affrontez sur ce thème. Nous vous écoutons. Donc, Vous avez mentionné beaucoup d'inconvénients des émotions et de la passion, mais la raison n'est pas infaillible. Ce n'est pas toujours juste, car il est enraciné dans l'émotion. L'émotion, c'est notre faculté plus basse. Oui, mais je pense que, en fait, je m'intéresse aussi à la Grèce ancienne, et je pense qu'ils ont reconnu que même si, bien sûr, on a ces sentiments émotionnels et passionnés, mais en fait, ils ont reconnu que ces sentiments peuvent mener à les désirs irrépressibles. Sénéca et Plato, ils ont tous reconnu que la passion était très, très dangereuse pour les êtres Oui, mais humains. il y a des dangers, certes, mais il y a des dangers de la raison aussi. Vous avez mentionné les guerres. Avez-vous considéré le fait que dans l'Allemagne, par exemple, ils ont agi d'une manière complètement logique dans leur cerveau, mais c'était catastrophique. Mais ce n'était pas la raison là-bas, non, c'était la passion, mais il a pensé que c'était la raison. Non, c'était la passion contre les personnes juives, etc. Mais je pense que vous ne pouvez pas distinguer entre les deux. Et nous, on ne dit pas que la passion est mauvaise, non, on dit que la raison va mieux que la passion. Mais la raison n'est pas infaillible parce que par exemple, les politiques, ils peuvent fausser les chiffres, ils peuvent manipuler les statistiques. Alors, il est impossible de séparer les émotions et la passion de la raison. Donc, cet argument, c'est complètement absurde de penser qu'on peut choisir seulement les arguments logiques et laisser les arguments émotionnels. Mais vous disiez avec la politique, mais avec la politique, il y a des attentats à cause du politique, parce qu'il y a des passions qui est totalement top avec les partis politiques. Je pense que Poppy voudrait dire quelque chose. Mais avec la pandémie qui nous traversons maintenant, sans la passion et sans l'émotion, nous ne resterions chez nous, parce que ce n'est pas selon la raison pour laquelle nous suivons les règles. C'est parce que... Mais la plupart du temps, c'était la passion. Il y en a qui étaient motivés par la passion de ne porter pas les masques. Certes, mais c'est aussi la passion. C'est aussi la passion qui nous encourage à sauver les vies, qui nous donne l'empathie et la sympathie pour les autres. En dernière, cette passion, c'est la raison. Le art value, les vaccins sont tous avec la raison. Pas du tout, parce que même... Et donc, on suit les règles. Oui, il y a la passion, mais premièrement, on croit dans les statistiques à cause du raison. Pas du tout. Même dans le domaine scientifique, il n'y a aucun mouvement, aucune idée scientifique qui a réussi seulement avec la raison. Parce que même les scientifiques, ils utilisent la passion et l'émotion pour convaincre le public, pour convaincre les autres scientifiques. Non, mais je pense que vous avez tort parce que vous avez mentionné l'idée que oui, avec la pandémie, un long parti pour les autres. Et toutes ces idées, les politiques, on a un long parti. Mais non, est-ce que vous vous rendez compte qu'en ce moment, cette pandémie a continué depuis 1 an parce qu'on n'écoute pas
on n'écoute pas parce qu'on est complètement convaincu par l'idée de la passion, l'idée qu'on ne doit pas... La passion, c'est aussi ce qui nous rend inhumains. Parce que... Oh, désolée. Désolée, nous sommes arrivés à l'issue des 4 minutes de débat acharné. Nous allons maintenant passer aux mots de conclusion. Nous avons donc 1 minute pour ces mots de conclusion qui commencent par l'opposition. Merci pour tous ces arguments, parce que la proposition, vous étiez très convaincante, parce que vous utilisiez les arguments passionnants et les émotions pour nous convaincre. Alors, il est clair que la passion joue un rôle indispensable dans la société, parce que nous sommes des êtres humains, et les êtres humains sont des êtres émotionnels. Alors, nous croyons qu'il est complètement irréaliste et absurde de penser qu'on peut écouter seulement à la raison et pas à la passion, parce que il est impossible de les séparer. Et donc, c'est la raison qui est très utile, bien sûr, mais il ne faut pas négliger la passion, parce que depuis la fondation de la société, la passion est la plus importante. Merci beaucoup. Et la parole est maintenant à la proposition pour 1 minute de conclusion. Merci. Je pense que l'autre équipe est tombée dans le piège de penser que dans nos passions, il y a la raison, il y a les statistiques et à travers le U, vous avez nous entendu et nous sommes convaincants. En plus, nous ne sommes pas contre la passion, mais on pense qu'il vaudrait mieux d'écouter la raison que la passion. C'est le seul moyen d'accéder à la vérité, de développer le pays et la qualité de vie. Les exemples récents, comme les attentats à Paris et les manifestations contre les vaccins, ont nous démontré le côté mauvais du passion, dans lequel la raison n'était pas considérée. Même dans les crises économiques comme la récession de 2008, la passion employée sans la raison a dérangé la croissance économique et l'égalité en Angleterre. Par la suite, pour le bien-être de la communauté mondiale, il vaudrait mieux écouter la raison que la passion. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les 4. Cela nous mène à la fin de ce débat. Bravo à tous les 4. Merci. Bravo. Merci. Bravo, merci. On peut applaudir nos jouteurs de la finale d'or. Bravo encore pour votre performance incroyable. J'invite le grand jury à rejoindre sa salle de délibération. Je l'ouvre à nouveau. Le jury va donc prendre quelques minutes pour délibérer et préparer les résultats. En attendant, eh bien, nous avons le plaisir avec le groupe Francophonie UK. Donc, je rappelle que cette opération des joutes oratoires est organisée par l'Institut français en coopération avec les délégations francophones du groupe Francophonie UK, à savoir les représentations du Canada, du Québec, de la Suisse, de Monaco, de la Tunisie et de Wallonie-Bruxelles International au Royaume-Uni. Et à cette occasion, les ambassadeurs et représentants de ces pays ou régions francophones ont réalisé une vidéo sur leur expression favorite en français. Et donc, je vais vous partager ces vidéos avec vous à l'instant, en attendant que notre grand jury finalise ses résultats pour la finale d'argent et la finale d'or. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Fazel, l'ambassadeur de Suisse au Royaume-Uni, et je suis accompagné aujourd'hui de ma collaboratrice Violette Joyet, qui est la déléguée aux affaires de la francophonie ici à notre ambassade. J'ai d'ailleurs une question à poser à Violette. Violette, on a meilleur temps d'appeler le syndic sur le Natel ou bien... Ah, monsieur l'ambassadeur, vous voulez donc dire que nous avons intérêt à joindre le maire sur son téléphone portable, c'est cela? C'est bien ça.
Et avec cela, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de la francophonie et au plaisir de vous revoir en vrai. Je m'appelle Abdeslam Aboudra, je suis l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Londres. Donc, en cette journée de la francophonie, j'ai choisi de parler de certains apports de l'arabe dialectal marocain et maghrébin au français parlé, voire familier. Deux exemples, kif kif, qui veut dire comme, tel, tel, et qui veut dire c'est pareil, c'est égal. Ou fissa fissa, qui veut dire dans l'heure, et donc immédiatement. J'ai choisi cela parce que ça fait référence à la musicalité de la langue qui est perçue par l'enfant dès le ventre de sa mère et qui fera ensuite donc l'accent et les intonations qui persisteront. Mon vœu est que les linguistes accordent davantage d'intérêt et de recherche à la musique de la langue à côté de la syntaxe ou de la grammaire. Je vous souhaite une bonne journée de la francophonie. Chers amis francophones et francophiles, amis du Québec et de la francophonie. Mon nom est Pierre-Gabriel Côté et je suis délégué général du Québec à Londres pour le Royaume-Uni, l'Irlande et les pays nordiques. Aujourd'hui, je vous présente l'expression québécoise « être vite sur ses patins » qui signifie réagir, s'adapter rapidement et avoir un bon sens de la répartie. Être vite sur ses patins est tiré d'une expression, d'une image du hockey sur glace, notre sport national, un sport rapide et ancré dans la culture québécoise que j'ai d'ailleurs moi-même pratiqué longtemps. Dans le contexte de la pandémie, on peut dire que nous avons dû tous nous adapter rapidement et être vite sur nos patins. Je vous souhaite une bonne journée de la francophonie et je vous invite tous et toutes à la célébrer avec nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis l'ambassadrice de France au Royaume-Uni et pour fêter la francophonie, j'ai choisi comme expression « il y a anguille sous roche ». Il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose par là, quelque chose à trouver, quelque chose peut-être à découvrir qui n'est pas si évident. On dit aussi parfois « il y a un lézard », voire même « il y a un loup ». Alors là, un loup, c'est carrément plus gros. Il y a plein d'expressions imagées, plein de façons de dire les choses en français. Le français, pour ça, c'est une langue qui est merveilleuse, pleine de poésie, pleine de richesse, pleine de diversité. Voilà. Aimer le français, parler le français, on a beaucoup à partager ensemble. Vive la francophonie! Bonjour, mon nom est Jenna Charette. J'ai choisi l'expression « tire-toi une bûche », qui est une invitation à approcher une chaise et s'asseoir pour amorcer une conversation. En ces temps difficiles, si l'un de vos proches a besoin d'une oreille attentive, je vous encourage à leur dire « tire-toi une bûche » et à prendre le temps de les écouter. Bonne journée de la francophonie à tous et à toutes. Bonjour. La francophonie, c'est une symphonie de couleurs, de saveurs et surtout de paroles nouées autour d'une langue en partage et porteuse de valeurs, le français. Ce trésor inépuisable recèle une expression bien mauricienne, marier piqué, formée de deux verbes plutôt anodins, mais qui, ensemble, donnent une signification tout autre. Marier piqué signifie œuvrer ensemble, main dans la main, à l'image de ces liens qui se tissent au-delà des océans, face aux multiples défis qui nous guettent. Alors nous disons, dans un élan de solidarité bien francophone, allons marier piqué face à la pandémie qui perdure et qui perturbe. Je vous souhaite une bonne journée de la francophonie. Bonjour, Bruno van der Pluim, ambassadeur de Belgique à la cour de St. James. Le belgicisme que j'ai sélectionné pour cette belle initiative est faire quelque chose en stummelings. Faire quelque chose en stummelings, c'est-à-dire en cachette, sous le radar. Et je ne l'ai évidemment pas sélectionné parce que je considère le stummelings comme une caractéristique de la francophonie, loin de là, mais parce que l'exemple montre bien comment en Belgique, le français a aussi intégré pas mal de mots du néerlandais.
ici en l'occurrence d'un dialecte flamand local. Malheureusement, pas de possibilité d'aller faire la guindaille, la fête pour l'instant, mais néanmoins, je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse fête de la francophonie. Bonjour, je suis Nabil Ben Khader, ambassadeur de Tunisie à Londres et représentant du pays qui sera l'hôte du sommet de la francophonie dans la magnifique île de Jerba. Shay Meidoum, cette expression tunisienne qu'on pourrait traduire littéralement en français par « rien ne dure » est souvent utilisée chez nous pour inciter les gens à garder espoir pendant les moments difficiles. En ces temps de pandémie, restons donc optimistes et souhaitons à tous les peuples du monde un lendemain meilleur. Bonne journée de la francophonie à toutes et à tous. En attendant le retour des membres du grand jury, nous avons encore quelques minutes devant nous. Je souhaitais inviter quelques collègues de nos délégations partenaires francophones, et bien peut-être à nous parler des opérations qu'ils organisent lors du mois de la francophonie. On a tout un tas d'opérations en dehors des joutes, évidemment, qui sont organisées par les différents partenaires francophones. Je voulais inviter Barbara Daniel de la délégation générale du Québec à Londres, peut-être à nous parler d'un événement qui arrive très très prochainement, qui est organisé par la délégation. Barbara. Alors oui, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous faire part d'une soirée littéraire. Et qui dit littéraire n'est pas nécessairement quelque chose qui pourrait vous inciter à participer. Mais dans ce cas-là, il s'agit d'une jeune femme d'à peine 30 ans qui a découvert la poésie à 15 ans. C'est une femme qui est québécoise, mais qui est plus particulièrement autochtone, qui vient donc des régions inuites et qui a, à l'âge, elle est née de parents inuits, elle a été élevée par ses grands-parents, elle a appris le langage inuit et à 5-6 ans, elle a passé, elle a été vivre dans une ville où on parlait que le français, donc elle a perdu sa langue maternelle inuit. Et à l'âge de 15-16 ans, elle s'est ressentie confrontée à la perte de cette identité et elle a voulu renouer ses liens avec son village, avec sa culture, avec son peuple. Et depuis, c'est devenu une voix très importante au Québec qui défend les autochtones, qui défend ses valeurs, qui défend ses peuples. Et elle est donc multidisciplinaire, elle fait du rap, elle fait slam, elle fait la comédie, elle écrit des romans, de la poésie. Et c'est notre invitée spéciale le mardi 23 mars. Et vous êtes tous invités à venir la rencontrer virtuellement, je précise, car elle sera avec nous pour parler de son travail, de ses œuvres, de ses croyances, de ses passion. Ça, c'est une femme avec beaucoup de passion. Et elle sera parmi nous le 23 mars à 17h heure de Londres, mais nous sommes rejoints par des invités venus du monde entier. Alors, s'il vous plaît, venez, joignez-vous à nous. On serait très, très contents de vous accueillir. Merci. Et je pense, Benoît, est-ce que tu as le lien? Parce que moi, j'ai rien à offrir. Si, Barbara, je t'invite justement à partager le lien de cet événement dans le chat. Ok, j'envoie ça dans les quelques secondes. Merci beaucoup. Je viens également de partager dans le chat, dans notre barre de clavardage, pour être plus français, donc le lien vers le calendrier de l'Institut français. Donc on a publié un calendrier avec énormément d'opérations francophonie qui sont organisées à la fois par l'Institut, mais également par les alliances françaises, les 11 alliances françaises au Royaume-Uni, notre institut français en Écosse, à Édimbourg, et puis évidemment les opérations organisées par nos partenaires de francophonie UK. Et justement, je voulais donner la parole à Simon Lambert, qui est attaché culturel à WBI, Wallonie-Bruxelles International, pour nous parler également d'un événement. Simon. Oui, bonjour à tous. Donc, je représente Wallonie-Bruxelles International, autrement dit la Belgique francophone au Royaume-Uni. Et je voudrais de mon côté vous inviter à un spectacle francophone déjanté qui s'appelle L'Appel d'air.
et qui a lieu demain, donc samedi 20 mars, journée internationale de la francophonie, à 13h ou 1h de l'après-midi, à l'heure britannique donc. Et donc, il s'agit d'un spectacle qui mélange cirque, humour, danse, cinéma, slam et même rumba, avec l'humoriste Bruno Coppens, le DJ Alf et le street artist ou dessinateur muraliste, Benoît, tu as raison, soyons francophones en particulier cette semaine, dessinateur muraliste qui s'appelle Psoman. Alors, je vous donne aussi tous les détails dans le clavardage avec le lien qui vous propose donc la bande-annonce de ce spectacle. Voilà. Merci beaucoup, Simon, pour cette annonce. Et bravo à WBI aussi pour cette opération. Peut-être rappeler également, je suis Axel qui nous signale. Elle me dit que nous sommes prêts. Ah, c'est fantastique. Donc nous allons pouvoir, je vais inviter chacun à peut-être allumer sa caméra pour les résultats. Je suis en train de fermer justement le groupe de délibération du grand jury. Donc j'invite tout le monde en effet à ouvrir sa caméra pour les résultats des finales nationales des joutes oratoires. Alors, est-ce que nos membres du grand jury sont tous de retour? Ah oui, en effet, je pense que c'est bon. Donc, je tenais encore à les remercier. Bertrand Buchwalter, conseiller culturel à l'ambassade de France, directeur de l'Institut français du Royaume-Uni, Axel Oxborough, porte-parole du jury, membre du bureau éducation de l'Institut français du Royaume-Uni, Lily Paul Neveu, déléguée aux affaires publiques de la délégation générale du Québec à Londres, Jonathan Sauvé, qui est conseiller de la diplomatie ouverte au commissariat du Canada, et Violette Joliet, qui est déléguée francophonie à l'ambassade de Suisse au Royaume-Uni, et bien sûr nos amis de Monaco et de la Tunisie qui ont également participé, et de Wallonie-Bruxelles International, enfin, qui ont participé et soutenu cette opération. Sans plus attendre, je laisse la parole donc à Axel Oxborough pour les résultats de ces finales nationales des Jeux oratoires lycéennes 2021. Axel? Merci Benoît. Je vais me répéter, vous l'avez déjà entendu ce matin, mais bravo à tous. Nous avons été très très impressionnés par votre niveau à tous. C'est toujours un extrême plaisir et un privilège de faire partie de cette finale nationale parce que vous nous épatez chaque année avec votre niveau, avec votre engagement, et ça fait vraiment vraiment plaisir à voir et ça nous conforte dans nos missions de soutenir la culture francophone et la langue française. Nous avons donc attribué 2 prix coup de cœur par lesquels nous allons commencer. Nous avons attribué les prix coup de cœur non pas à une personne, mais à des équipes qui nous ont impressionnés pour certaines raisons particulières dans leur débat. Le premier prix coup de cœur que nous décernons va à l'équipe, vous allez vraiment excuser mon gallois, mais à l'équipe d'Isgol. Bravo à vous. Nous avons été très impressionnés par la clarté avec laquelle vous avez présenté les choses, par l'efficacité et le côté posé de vos arguments, et surtout par l'extrême respect en fait de votre opposition. Vous avez été de parfaits gentlemen pendant tous les débats, et cela nous a vraiment impressionnés. Donc bravo à vous. Le deuxième prix coup de cœur va à l'équipe de Charterhouse pour la qualité de son argumentation. Vous nous avez impressionnés par vraiment la finesse de vos arguments, et nous avons voulu noter cela et le remarquer. Donc bravo à ces 2 équipes qui n'ont pas fait partie des finales d'argent et d'or, mais qui ont été notées pour ces qualités. Et comme ça s'est joué à très peu,
c'est d'autant plus intéressant de vous rappeler à quel point vous avez brillé aujourd'hui. Et je précise peut-être, Axel, que donc les lauréats du prix Coup de cœur, nos 4 jouteurs, vont recevoir chacun un bon d'achat de livres, un National Book Token d'une valeur de 50 livres sterling. Hein, les National Book Tokens, rappelons-le, aident aussi à soutenir les libraires indépendants. Donc voilà, un prix utile également. Tout à fait, tout à fait. Passons maintenant à la finale d'argent, qui a opposé très brillamment l'école de Hills Road à l'école de Marlborough College. Il a été très difficile de vous départager parce que le niveau est tellement excellent, mais il a fallu que nous prenions une décision, et cette décision est que les vainqueurs de la finale d'argent sont les candidats de Marlborough College. Bravo. Est-ce que mes collègues du grand jury voudraient prendre la parole pour ajouter quelques petits mots sur les prestations des participants de la finale d'argent? Voulez-vous que je commence? Alors, vas-y, Lily. Lily Paul Neveu du Québec. Pour reprendre l'expression de mon délégué général, vous avez dû être vite sur vos patins pour vous préparer. Alors, bravo, vraiment. J'ai beaucoup aimé votre passion. Vous étiez engagé, vous aviez un niveau très élevé. Et ce qui a départagé pour moi à la fin, c'est Marlborough. À la fin, vous étiez très structuré dans votre argumentation. Alors, bravo. Et chapeau également à Joe et Katie. Merci. Oui, si je peux aller compléter aussi ce qu'a dit Lily Paul, c'était très, très dur de vous départager. Et c'était vraiment une magnifique finale d'argent. Bravo aux deux vainqueurs, mais aussi chapeau à Katie et Joe aussi qui nous ont beaucoup impressionnés. Voilà, on a eu vraiment une tâche difficile de vous départager, voilà, les deux équipes. Bravo à vous. Et donc les gagnants à la fois les équipes en 3e et 4e place, donc les participants à la finale d'argent, remportent chacun un bon d'achat de livres d'une valeur de 80 livres sterling. Donc félicitations encore à eux. Et last but not least. Et last but not least, exactement, qui partira aujourd'hui virtuellement avec la Coupe de la Francophonie. Nous avons encore une fois beaucoup délibéré avec l'équipe du grand jury, et nous avons eu un plaisir immense à vous entendre débattre d'une motion qui n'était pas facile. Les motions sous forme de proverbes sont souvent très ardues à débattre, mais vous avez fait tous les 4 un travail exceptionnel qui a mis en lumière le côté plus posé, plus rationnel de certains, le côté plus engagé, plus passionné d'autres. Franchement, on aimerait pouvoir vous mettre ex aequo, mais il n'y a qu'une coupe, et cette coupe doit aller à une équipe. Et je crois parler au nom de tout le jury quand je dis que l'équipe qui a gagné, mais vraiment d'un cheveu, ce débat, est l'équipe qui a gagné en quelque sorte la conclusion. Et la conclusion a été pour nous un facteur vraiment déterminant. Et c'est pour cela que la Coupe de la Francophonie, j'ai ce plaisir immense de le décerner à Hampton School. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Vous avez tous les 4 fait un travail hors pair, franchement. Ça a été très, très difficile. Et très difficile aussi de vous arrêter parce que vous étiez tellement engagés, on aurait voulu vous entendre pendant 20 minutes de plus, tellement vous aviez de bons arguments et que vous rebondissiez les uns sur les arguments des autres. Et voilà, moi je voulais juste ajouter que vraiment, moi j'ai été
vraiment emporté par d'une part la passion et d'autre part le charisme que vous avez montré durant ces débats. Et aussi, je relève quand même le côté, le niveau du vocabulaire qui était vraiment de très très haut niveau et le mot juste. Donc moi, je vous félicite pour les deux équipes et j'aurais voulu vous mettre ex aequo. Donc bravo. Et pour ajouter à ce que Violette vient de dire, pour ma part, c'était ma première participation au grand jury. Et ce qui m'a épaté dans la finale d'or, c'est de voir à quel point Henrietta Barnett a utilisé beaucoup de passion pour défendre la raison et à quel point Hampton School a utilisé un très bon raisonnement pour défendre la passion. Alors, de voir que vous étiez en mesure d'utiliser le concept contraire à celui qu'on vous avait attribué pour défendre celui que vous deviez présenter, ça m'a absolument fasciné. Bravo. Je partage. Tout à fait d'accord. Bravo. Si je peux aussi dire un mot, vraiment dire bravo aux deux équipes de la finale d'or. Nayas, Patrick, vous nous avez impressionné effectivement par ce calme et cette sérénité, la manière dont vous avez déroulé vos arguments qui ont toujours fait mouche. Et voilà, et c'était aussi beaucoup de culture, hein, beaucoup de construction dans le raisonnement. Chakrita et chère Poppy, vous avez été impressionnantes. Voilà, vous nous avez aussi, voilà, et je crois que tous les membres du jury l'ont dit, voilà, votre énergie, votre passion, votre engagement sont extrêmement énergisantes, communicatives. Voilà, donc comme l'a dit Axel, ça s'est vraiment fait à un cheveu. Donc, continuez comme ça. En tout cas, moi, je n'aurais pas aimé concourir contre vous, voilà, les deux équipes. J'aurais sûrement perdu. Voilà. Bravo et bravo à vos professeurs, bravo à toutes les écoles et tous les établissements participants. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, voilà, de se rencontrer en vrai. Et continuez. C'est vraiment magnifique ce que vous faites. Vous êtes excellents. Bravo. Bravo. Grand bravo à toutes et à tous. Je signale également que les grands gagnants, hein, les équipes qui sont arrivées en première et deuxième place, remportent pour chacun des jouteurs un bon d'achat de livres de 100 livres sterling. Donc, bravo à toutes et à tous. Encore une fois, un grand merci à nos membres du jury, des qualifications ce matin et du grand jury cet après-midi, les partenaires du groupe Francophonie UK. Je vais repartager mon écran rapidement pour cette conclusion. Merci à toutes et à tous. Voilà, le visuel avec les logos de chacun des partenaires. Un grand merci aux enseignants, comme l'a souligné Bertrand, pour votre mobilisation, pour tout le travail que vous faites pour la défense de la langue française et son enseignement ici au Royaume-Uni, en vous souhaitant également une très belle journée internationale de la francophonie, 20 mars, et un excellent week-end. Bravo et à bientôt à l'Institut français et avec Francophonie UK. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. 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 Bravo, au revoir. Au revoir. Bravo Au revoir. tout le monde. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.